On va écouter évidemment la séquence incriminée de Louis Sarkozy. Tout commence par une petite blague sympathique et Léa Salamé. Léa, tu sais que ton père c'est un voleur? Parce Non. qu'il a pris toutes les étoiles dans le ciel, il les a mises dans tes yeux. Louis, tu sais que ton père c'est un voleur? Voilà, c'est tout. Ah, la vanne, elle est bien. La question, c'est bien sûr qu'en a pensé Louis Sarkozy. Ça a eu l'air de le faire rire, mais pas très. Ce qui est bien, c'est que, il a réagi. On est chez Apolline de Malherbe dans le 9-10 Apolline, sur BFM TV bien sûr. Votre père est un voleur? C'est pas moi qui le dis. C'est effectivement l'humoriste Paul de Saint-Cernin et on a vu votre tête lorsque vous étiez invité de l'émission. D'ailleurs, il avait la même tête que celle-ci. Hein. Vraiment, it's the same picture, vraiment. Votre père est un voleur, vous a-t-il dit? Vous n'avez pas répondu. Oui, j'ai pas répondu parce que le problème... Il n'avait pas de répartie. Il n'a pas répondu parce qu'il n'avait pas de répartie, manifestement. Je vous cache pas qu'on va pas sur le service public en s'attendant à être accueilli. Enfin, ne pas s'attendre à de telles choses aurait été déraisonnable. Putain, j'aurais dû faire un bingo, je suis con. C'est le service public gauchisé, idéologisé, où on sait qu'on va pour se faire taper dessus, bien sûr. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. À l'époque, dans une émission d'extrême gauche, comme chacun sait. Le problème, c'est que c'est pas drôle. On pardonne tout à l'humour. D'ailleurs, il fait deux autres vannes qui sont assez marrantes. Un peu cheap, mais assez marrantes. Une vanne un peu plus drôle serait passée bien mieux. Et je pense que le petit émoi que cela a suscité, c'est à cause de la vulgarité de la chose. Ah, il est génial. Ah, il est génial, on en a un autre, mesdames, messieurs. Après, évidemment, Alain Finkielkraut, la relève est assurée. Nous avons un nouvel oracle de l'humour, mesdames, messieurs. C'est Louis Sarkozy, le nouvel oracle de l'humour qui est capable de distinguer de manière absolue et sans contestation possible ce qui est drôle et ce qui n'est pas drôle. Et donc là, Paul, pardon. Paul de Saint-Cernin, tu n'es pas drôle. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. C'est pas moi qui le dis, c'est l'oracle. C'est tout, désolé, hein. La dose de confiance en soi qu'il faut pour sortir ça. Louis Sarkozy, quand tu l'écoutes, tu sais une chose, c'est que vraiment ses parents l'ont beaucoup aimé. Enfin là, il y a vraiment absolument aucun doute, hein. Ses parents lui ont sans doute beaucoup dit pendant son enfance qu'il était la 8e merveille du monde, l'homme le plus intelligent sur cette terre et qu'il était promis à un grand destin. Pour avoir une telle confiance en soi, de tels bollocks, il faut quand même ne pas trembler des genoux. C'est-à-dire qu'il te dit... Non, mais c'est vrai qu'il a fait d'autres vannes, ces autres vannes étaient pas mal, ouais, un peu cheap. Bah, après, ça c'est l'oracle, lui il sait ce qui est cheap et ce qui ne l'est pas. Par contre, quand c'était moi, non. Bizarrement, c'était pas marrant. Ça, quand c'est sur moi, oulala, j'aime pas. Non, là c'est pas drôle, hein. S'il se contentait de dire, comme Alain Finkielkraut, qui disait de Guillaume Meurice qu'il n'est jamais drôle, et qui ajoutait, vous vous rendez compte, il a dit que j'avais le cerveau qui me coulait du nez, qui est une image que moi je trouve personnellement assez rigolote. Au moins Alain Finkielkraut, il te disait, non mais Guillaume Meurice n'est pas drôle. Il avait la cohérence d'affirmer ça, mais alors là, Louis Sarkozy, il est sa propre réfutation, c'est-à-dire que bizarrement, ça le fait rire quand c'est pas sur lui. Ben c'est peut-être que c'est drôle du coup, et que juste tu t'es vexé comme un gros bébé cadom. Voilà, autre hypothèse, soit c'est l'oracle de l'humour, soit c'est un gros bébé cadom et il est tout vexé, tout rouge. Vous dites c'est le service public. Est-ce que il a fait ça parce qu'il y a une forme de commande, de demande? Non, je comprends pas. Je pense pas, mais on s'attend à des choses. Quand on appartient à un clan, je pense qu'il se voit comme mais il gagne sa vie de là-bas. Enfin, il dépend d'eux. Je pense qu'il a dû se dire. Il faudrait quand même que j'y aille un petit peu, sinon on va me le reprocher. C'est normal. Quand on appartient à un clan, frère, t'as regardé ta carte d'identité un peu? Est-ce que t'as lu ton patronyme? Est-ce que tu te souviens qui est ton parrain? Il me semblait que ton père, c'était Nicolas Sarkozy, ancien président de la République française, que ton parrain, c'était Martin Bouygues, propriétaire du groupe TF1 et singulièrement de LCI, sur lequel, bizarrement, Louis Sarkozy est chroniqueur. Mais après, il y a peut-être qu'à moi que ça le fait. Si on parle d'un clan, là, manifestement, il y en a un. Non mais encore une fois, c'est peut-être qu'à moi que ça le fait. Non mais je suis tatillon, pardon, c'est ma faute, pardon Louis, je te laisse pas développer, c'est pas juste, on écoute. Mais c'est un clan, Louis Sarkozy? Oui, aujourd'hui... Même Bruno Jeudi, il est là genre, ouais, je l'aurais pas tenté celle-là quand même. Franchement, dose frérot, parce que là, on sait pas comment on va pouvoir te rattraper, là, enfin genre même nous, ça devient dur. Je pense qu'il y a une famille idéologique à gauche, qui est un petit peu régressive, qui est exclusionnaire. Ça veut dire que si on n'appartient pas à la doxa, une espèce de violence qui se met en place. C'est la cancel culture de gauche et la doxa de gauche. C'est la faute de la gauche, hein, bien sûr.
Et je pense qu'en vérité, c'est un petit peu la même chose que, je vais utiliser le terme, je sens que vous allez me demander de le définir, et je suis complètement prêt à le faire, mais de wokisme, c'est-à-dire cette famille, ce parapluie idéologique. Pas mal, hein, c'est la faute aux wokistes. Bingo, le service public, le clan, le wokisme, et c'est pas drôle, on pensait avoir trouvé la réincarnation de Nicolas Sarkozy. Mais en fait, il est bien une réincarnation, mais d'Alain Finkielkraut, mesdames, messieurs. C'est les mêmes arguments. Ouin, le service public, il est de gauche, ouin. Ça, c'est du Finkielkraut dans le texte. De toute façon, il est pas drôle. Ça, c'est un oracle, c'est vraiment stiglé Alain Finkielkraut. C'est un clan, c'est la gauche. Bon, bah ça, c'est du Finkielkraut, voilà. Et alors, mesdames, messieurs, le wokisme, c'est bon. Alors, vous allez me dire, Alain Finkielkraut, il est pas mort. Disons son fils spirituel. On a trouvé un nouveau philosophe qui va nous abreuver de ses analyses pour, j'imagine, les 50 ans à venir, hein, vu qu'il est quand même pas si vieux que ça, Louis Sarkozy, voilà. Auquel on peut retrouver divers courants, diverses écoles de pensée. Je sais pas qui justement si utilisent la violence parfois même. Je sais pas si Paul de Saint-Sernin est si loin dans la que ça. catégorie C'est pas wokisme. s'il est wokiste. Même pour eux, c'est too much. Ça relève quand même d'une stratégie qui s'inscrit dans des courants qu'on a pu voir dans le wokisme américain. Par exemple, quand on exprimait une critique aux États-Unis sur le mouvement Black Lives Matter, quand on expliquait une critique contre le mouvement transgenre. Alors déjà, il n'y a pas de mouvement transgenre, hein, déjà le fantasme le fantasme transphobe. Non, mais après, je sais pas, vous avez pas reçu les pubs, vous? Des chouettes pubs signées le mouvement transgenre, bien sûr, hein, une transition achetée, une transition offerte. Le fantasme transphobe, évidemment, du fameux mouvement transgenre. Il n'y a pas de mouvement transgenre, il y a juste des personnes qui font des transitions. Surtout dans la construction de l'argumentation, le gars te dit, je suis attaqué parce que je suis le fils de Sarkozy. Alors on pourrait en discuter. Il pourrait nous dire c'est illégitime, on me critique sur mon ascendance et pas sur moi-même, qu'on me juge à l'aune de ce que je fais et non pas d'où je viens. Il pourrait développer cet argument. Ce serait déjà fallacieux et inaudible pour les raisons que je vais dire dans un instant. Mais il pourrait le faire. Mais là, c'est même pas ça. Il dit, ça rappelle ce qui se passe aux États-Unis contre les personnes qui critiquent le mouvement Black Lives Matter. Eux, ils sont critiqués précisément pour leur position. Toi, t'es critiqué pour ton ascendant. Donc, en fait, c'est pas la même chose. Donc, en fait, là, la preuve de wokisme que tu mets en avant, elle ne fonctionne pas. Tu viens juste de prouver que t'étais complètement en réalité. Voilà, c'est bien ça. Sur le fond de l'argumentation, évidemment. Le fait de dire on me critique simplement, non pas pour moi, mais pour mon père. Non, on critique le fait que toi, pour le coup, tu sois le fruit d'un clan, que étonnamment, soudain, on a du Louis Sarkozy partout, et singulièrement sur LCI, qui est la propriété de Martin Bouygues, qui est ton parrain, alors même que ce jeune homme n'a absolument rien accompli dans sa vie, et que tout d'un coup, cet homme-là se retrouve à donner son avis sur tous les sujets, sur toutes les antennes, avec justement une plateforme médiatique, une surface médiatique complètement hallucinante. Et dans ce contexte-là, souligner que peut-être n'est-il pas là par hasard, ça ne me semble pas, moi, hors de propos. Mais ça veut dire qu'il y a un humour de gauche au service public, un peu, quoi. Mais bien sûr. Mais alors, humour de gauche sur le service public, bah, fameux humour de gauche, bien sûr, qui a renvoyé Guillaume Meurice, hein, bien sûr. Hein. Comment il s'appelle, lui, déjà là? Emmanuel Le Chypre. Alors lui, Emmanuel Le Chypre, il sort une dingue tous les 2 ans. C'est lui qui parlait du peuple chinois qui rendait hommage aux morts du Covid. Et il balance comme ça, en toute décontraction, en plateau. Ils enterrent des Pokémon. Bravo Emmanuel, ouais, mais il est toujours là. Hein. Vous avez sous les yeux les fameuses carrières brisées. Hein. C'est terrible, hein. C'est cette cancel culture à gauche. Yann Moix n'est plus du tout à l'antenne. Édouard Baird n'est pas du tout sur la scène d'un des plus grands théâtres parisiens. Pas du tout, hein. Vraiment les fameuses. Pardon, j'arrête, je relance, pardon, c'est ma faute. Être Sarkozy et aller sur le service public et ne pas s'en prendre un peu dans la gueule, ça aurait été déraisonnable, selon eux. Ah, miskin. On est avec toi, Louis. Vraiment, on est avec toi. Continue comme ça. Si tu pouvais continuer comme ça, mais pas devant les caméras. Voilà, si tu pouvais continuer comme ça, mais dans ton salon, par exemple. Peut-être ça nous arrange jamais. Continue, vas-y. Alors attendez, parce que Louis, il était sur BFM, c'est pas fini. Là, il parle du communisme, apparemment. Écoutez, Louis Sarkozy qui parle du communisme, ça ne peut qu'être pertinent. Je voulais commencer par une chose que vous avez dit pendant les coulisses. À propos de mon invité que je viens de quitter à l'instant, Fabien Roussel, du Parti communiste français, vous disiez, mais comment c'est possible qu'il y ait encore un parti communiste? Ça vous surprend? Oui, et ça, c'est peut-être le fait que je vis aux États-Unis depuis une dizaine d'années. Pourquoi il reste pas? Pourquoi il est pas resté Il était bien aux États-Unis. L'autre, là, Mathieu Bock-Côté, alors c'est pas les États-Unis, c'est le Canada. Cela dit, avec Trump, bientôt ce sera la même chose. Mais pourquoi il est pas resté? Pourquoi ils y restent pas, là? C'était bien quand ils y étaient. C'était bien quand ils étaient là-bas, là, qu'ils écrivaient des livres que personne ne lit. C'était bien, ça, non? Aux États-Unis, c'est plus que le tabou. Ça relève de la fascination morbide, c'était l'ennemi juré. Aujourd'hui, où le poids du Parti communiste français électoralement n'existe quasiment pas, ça me choque qu'on utilise encore cette étiquette. Qu'il n'y ait pas eu, vous le disiez tout à l'heure, monsieur, un rebranding. Parce que moralement... Un rebranding. Il est tellement de droite. Force est de constater que Marx, qui était un personnage assez insupportable en règle générale, a quand même eu des constats.
Non mais il dit ça parce qu'il l'a bien connu. Non mais c'est vrai que c'était pas un rigolo. Tu vas boire des bières avec Karl, bon déjà, d'une part, il s'en fout plein la barbe, c'est dégueulasse. Non mais pardon de mettre les pieds dans le plat, il s'en fout plein la barbe, c'est dégueulasse. Et puis après, toujours là, à casser les pieds à tout le monde, Karl. Gna 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 gna, vous l'avez vu, le serveur qui nous a servi, bah il est aliéné, parce qu'il est pas propriétaire des moyens de production. Voilà, t'es là, tu veux juste glander en terrasse. Et Karl, il est là, casse-bonbon, à te rabattre les oreilles avec Alliance internationale communiste à travers de tous les pays. Là, oh là là, ça va. Non, c'est vrai qu'il était pas rigolo. Force est de constater que Marx, qui était un personnage assez insupportable en règle générale, a c'est vraiment génial. À chaque fois, c'est vraiment génial. Même eu des constats qui ont changé notre existence économique, politique, etc. Pas tant. Pas assez d'ailleurs, sans doute. Marx qui pense à la lutte des classes. D'un côté, Louis Sarkozy, fils de Nicolas Sarkozy, filleul de Martin Bouygues, qui lance à grands coups de millions d'euros de campagne orchestrée sa propre carrière politique et qui de ce fait est presque la figure paroxystique de l'héritier de la noblesse d'État, de l'existence encore aujourd'hui d'une société de caste, tout simplement. Et lui qui te dit, Marx a quand même changé nos vies. T'es là, tu parles, je pense que c'est un très bon contre-argument à ce que tu viens de dire. Vous en voulez encore? Chat! Est-ce que vous en voulez encore? Eh ben, je vais vous en donner! Pardon, désolé, je sais pas ce qui m'a pris. Ta voix, Clément, fais attention à ta voix. 3e et dernier extrait. Quel est votre métier exactement? Parce qu'en fait, j'ai regardé sur votre fiche, essayiste, éditorialiste, et comment ça s'est passé? Je retire toutes les vannes que j'ai faites sur Bruno Jeudi, c'est un GOAT. Il a tout mis dans la question. Le mépris, le doute, le regard surplombant, parce que lui, pour le coup, alors bon, Bruno Jeudi, pas fan, mais c'est pour le coup un journaliste de la vieille école. Il a dû commencer comme pigiste, monter les échelons pour finir par avoir un rond de serviette absolument partout, diriger des médias, etc. Mais il a quand même grimpé un peu l'échelle, tu vois. Et là, il le regarde en mode, même pour moi c'est chaud. Alors, réponse de Louis Sarkozy. Quel est votre métier exactement? Je suis éditorialiste, moi, sur LCI en ce moment, et chroniqueur sur Valeurs Actuelles, et le mot est difficile à utiliser. Et vous appuyez sur quelle expérience? Waouh, Bruno Jeudi, out of control, qu'est-ce qui se passe? Putain, le multiverse, quoi. L'expérience, vous voulez dire, ceux qui signent mes fiches de paye et ceux qui me font confiance, c'est ma chaîne et mon papier. Hein? On est bien d'accord que ceux qui te payent, ce sont ceux qui te payent. Ceux qui t'emploient, ce sont ceux qui t'emploient. Merci pour ce beau raisonnement circulaire. Hein. On est dans le truisme le plus absolu. Mais donc, une fois qu'on a dit que celui qui te paye, c'est celui qui te paye, c'est-à-dire ton parrain. Et les audiences qu'on fait, ma chaîne est d'ailleurs assez contente, c'est ça, ma légitimité. Si tu fais des audiences, c'est que tu as été recruté en premier lieu. Si tu as été recruté en premier lieu, c'est bien qu'il y avait des qualités qui laissaient penser à ta chaîne qu'il était juste de te recruter comme chroniqueur. Et ces qualités, cette expérience, lesquelles sont-elles? Ce qui est marrant, c'est que Bruno Jeudi, il ose pas y aller vraiment, quoi. Il ose pas mettre sur la table la seule vraie question qui vaille, qui est ton patron, c'est ton parrain. Alors patron, parrain, ça commence pareil, mais en théorie, c'est pas confondu. Qu'est-ce que tu as à en dire? Voilà, c'est ça la question. Hein. Allons-y, Bruno, mettez les pieds dans le plat. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire que le fait de s'appeler Sarkozy a sans doute ouvert des portes? Alors, oui, mais pas seulement. On va peut-être parler de son parrain, enfin. Aïe, j'avais pas vu, pardon, hein. J'avais pas vu les coups d'hier. C'est son côté historien, hein. C'est donc un vrai historien, pardon, mais il a raison. Non mais en fait, effectivement, pardon, je retire tout ce que j'ai dit. Veste en laine, coup d'hier, historien. En fait, c'est ça qu'il doit répondre. Ma légitimité? Alors voilà ma légitimité. Tu le vois pas là, l'historien? T'es pas capable de reconnaître un historien quand il y en a en face de toi? J'ai étudié la diplomatie, les relations internationales, l'histoire et la philosophie. J'ai eu la chance d'écrire des articles et des livres, de vivre aux États-Unis et de suivre la campagne pour quelques publications. Bra, qui peut en dire autant? Vous avez fait tout ça, vous? Et voilà, échec et mat. Après, la vraie question, encore une fois, c'est comment on arrive-t-il à faire tout cela, hein? Qu'est-ce qui lui permet de rentrer dans un collège français à Londres, puis d'aller étudier à l'autre bout du monde, dans des conditions matérielles phénoménales, on imagine, hein, voilà. La vraie question, c'est comment il en arrive à faire tout cela. Grosso modo, il a passé 2 masters, c'est bien. Hein. Franchement, des gens qui ont passé 2 masters, j'en connais pas mal. Enfin, tu vois, ils sont pas tous sur LCI. Moi, j'ai 2 masters, j'ai jamais été invité sur LCI. Mais voilà! Mais parce que tu mérites pas! Parce que tu mérites pas, alors que là, le mérite. C'est bien parce qu'il est invité sur LCI qu'il est méritant. C'en est bien la preuve. Non mais très bien, j'aime beaucoup. On continue. C'est pas ça seulement le problème. C'est pas ça la question. Le naïf, personne n'avait osé le dire. Ce qui est passionnant, c'est pourquoi, évidemment, est-ce que depuis le début, ni Bruno Jeudi, ni Apolline de Malherbe, ni personne ne met les pieds dans le plat en disant « Frère, ton patron, c'est ton parrain ». C'est parce que ce serait sous-entendre que le propriétaire d'un média peut avoir de l'influence sur ce qui se passe
sur le média. En l'occurrence, BFM TV étant en effet propriété de Rodolphe Saadé, ce serait immédiatement jeter une suspicion sur leurs propres paroles à eux. Donc la question, elle est littéralement taboue, en tout cas pour les journalistes et éditorialistes de BFM TV. On me l'a jamais dit comme ça. Oui, mais c'est J'ai pas ça jamais eu seulement le d'appel problème. du C'est directeur pas ça de la TF1 question. pour me dire, parce que, mais bien Quelle erreur. C'est terrible, il parle lui-même du directeur de TF1. Aïe, 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 aïe. évidemment. Non, mais c'est pas ça la question. La question, c'est... Ah si, c'est très très bien ça la question. Pour les commentaires sur le monde militaire, et vu que j'ai une formation militaire, vous savez, je me sens assez confiant. Je sens que la glace sous mes pieds est assez solide. La glace solide sous ses pieds à 28 ans, sachant que il a littéralement été à l'école militaire, mais qu'il a manifestement pas du tout exercé dans l'armée. Quand même pas mal de gens qui pourraient avoir une ou deux choses à en redire de cette affirmation. Mais la confiance en soi du bonhomme. Pour les questions de politique américaine, il se trouve que c'est un sujet que je suis pour une publication américaine, le Washington Examiner, depuis après 2017-2018. Je dis que je suis assez confiant, surtout quand on compare avec, alors, et vraiment ne caricaturez pas mon propos, il y a des vrais experts américains ici, mais j'ai l'impression que dans la majorité des experts en plateau télé que j'ai pu voir pendant l'élection américaine, il y a deux choses, si vous voulez. Une vraie expertise Alors, j'ai la même tête que Bruno Jeudi, genre, tu vas où là, frérot? Tu vas où? Parce que là, tu t'apprêtes vraiment à dire que parce que t'as vécu quelques années aux États-Unis et que tu t'intéresses à la politique américaine depuis 2018, tu as plus d'expertise que les universitaires spécialistes des États-Unis qui ont soutenu des thèses, qui, pour certaines d'entre eux, étudient et enseignent la politique américaine depuis parfois plusieurs décennies. Tu vas vraiment nous dire que ta légitimité est supérieure parce que toi, t'y as vécu? Il y a deux choses, si vous voulez. Une vraie expertise académique, peut-être au détriment d'une expérience de terrain. Non mais c'est un truc de ouf. En duo de ces deux petits masters, il est en train de jeter le doute sur l'expertise de chercheurs et chercheuses qui ont soutenu un doctorat, pour certains ou certaines d'entre elles et d'entre eux, soutenu j'imagine une habilitation à diriger des recherches, qui étudient depuis des décennies au plus haut niveau de connaissance de la politique américaine, qui, évidemment, se sont rendus sur place. Parce que vous imaginez bien que quand tu es spécialiste de la politique américaine en France, tu te rends sur place un petit peu. Mais là, il est tranquillement en train de dire « Oui, enfin, ces chercheurs, enfin, oui, bon, d'accord, ils ont travaillé, mais expertise de terrain, alors que moi, j'y ai vécu. Bravo. » Mais j'aimerais avoir un 10e de sa confiance en lui. Hein. Vraiment, j'admire ça. Hein. Gerbant, mais impressionnant. Et de deux, un biais idéologique que je ne partage pas. pas. Ah voilà, évidemment. Et c'est la gauche. Le retour de la gauche des wokistes. J'ai peut-être entre vous tous le moins de diplômes et le moins d'expérience professionnelle. J'étais chef d'entreprise, je le suis encore. Non mais j'ai été chef d'entreprise, il a fait des mocassins à picot. Alors d'accord, oui, ok, sur le papier c'est chef d'entreprise, mais t'as fait des mocassins à picot, c'est bon, dis-le comme ça. À 28 ans, il a fait 3 mocassins à picot, il te dit j'ai une expertise d'entrepreneur. Putain mais il doute de rien, hein. C'est quand même... c'est immonde. On juge la qualité d'un argument basé sur l'identité de la personne qu'il émet et pas sur les faits eux-mêmes. Non, quand on dit qu'il dit de la merde, c'est vraiment juste parce qu'il dit de la merde. Non. Par ailleurs, c'est un héritier et on questionne en effet sa légitimité. La vraie valeur de cette conversation, c'est la qualité des arguments et pas forcément la gueule de la personne. Ah, c'est fini. J'espère que ça vous a plu parce que vous allez en manger du Louis Sarkozy. Hein. Il est là pour rester, évidemment, derrière Louis Sarkozy et c'est ce qui justifie de s'en moquer gentiment. C'est quand même qu'il y a en ce moment un plan média bien huilé autour de lui. Il doit à son patronyme, son héritage de Nicolas Sarkozy, le fait d'être bien accueilli d'ores et déjà parmi les ténors de l'UMP qui se cherchent encore une autorité naturelle, une figure pour les rassembler tous et toutes, au-delà de la guerre des chefs de Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, évidemment. L'héritage de son nom, tout simplement, justifie qu'il ait reçu le soutien de plusieurs membres des Républicains, justifie une forme de fascination, selon moi, totalement indue de la classe médiatique pour lui. Quand on voit que Louis Sarkozy, il est chroniqueur sur LCI, propriété du groupe Bouygues, dirigé par Martin Bouygues, son parrain. Quand on voit que aujourd'hui, Louis Sarkozy, il est littéralement propulsé par Madame Figaro. Regardez-moi ça. Madame Figaro qui fait, il y a 2 jours, un article entier dédié à Louis Sarkozy et Nathalie Uzik, sous-titré « Le couple ambitieux qui monte, qui monte ». On voit bien que là, il y a un plan média qui est façonné pour nous le faire accepter, pour nous le vendre comme le leader naturel de la droite, si ce n'est aujourd'hui, du moins demain. On a pour le coup, pour reprendre ces mots, une opération de branding, de personal branding, de création de sa marque personnelle qui est vraiment claire comme le jour, qui est orchestrée par des médias qui soit sont propriétés de proches à lui, en l'occurrence son parrain Martin Bouygues, soit qui sont proches idéologiquement des Républicains, de l'UMP à l'époque et de Nicolas Sarkozy en particulier, notamment le groupe Le Figaro. Et donc là, l'opération est un peu grosse, les ficelles sont un peu visibles et on voit bien comment est-ce que cet homme qui, en effet,
n'a pour l'instant aucune légitimité intellectuelle. Chroniqueur sur LCI, éditorialiste pour Valeurs Actuelles, invité régulièrement dans des grandes interviews. Enfin, vous l'avez vu là faire la grande interview de Apolline de Malherbe. Enfin, c'est pas rien. Il a été invité à l'époque de Darius Rochebin. Pareil, grande interview. 1 heure. Il a été invité chez Léa Salamé. Dans quelle époque? L'émission d'infotainment de France 2 le samedi soir, qui est un créneau dans lequel beaucoup rêvent d'être invités. Donc la surface médiatique qu'il a, elle est inouïe. Une surface médiatique qui est sans commune mesure avec la légitimité à s'exprimer, avec le poids dans le débat public, avec l'autorité intellectuelle réelle dont il bénéficie aujourd'hui. Autorité intellectuelle égale à 0, c'est-à-dire que franchement, il a écrit un petit livre sur Napoléon que personne n'a lu et qui ne fait nullement autorité dans aucun cercle d'historiens. Quand tu mets en relation cette autorité intellectuelle qu'il a construite, ces quelques preuves de légitimité qu'il a accumulées et l'étendue de sa surface médiatique, tu ne peux pas ne pas voir en l'occurrence la construction ex nihilo d'un leader, l'imposition à l'entonnoir dans la gorge des citoyennes et des citoyens françaises et français, un leader qui est construit, forcé, imposé dans le débat public par des intérêts qui sont des intérêts économiques et politiques, tout simplement, hein, des intérêts financiers et politiques. Bref, tu ne peux pas ne pas voir tout simplement l'homme d'un clan. D'où toute l'ironie de ce gros bébé cadom vexé par Paul de Saint-Cernin qui nous disait gna 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 gna, le clan de la gauche, gna gna gna. Non, un clan, il y en a bien un. Et on le voit.